Ce matin, Sonia dépose Kamal et va faire son footing. Tout d'un coup, son téléphone sonne. Kamal ne se sent pas bien. Prise de panique, elle trébuche et se tord la cheville. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le couple. Et c'est là qu'un super agent arrive et se duplique pour prendre en charge Sonia et son mari. Une fois remis sur pied, c'est comme si de rien n'était. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Et c'est ça, une protection qui rassure. Amana, likum ou li'azaza likum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis de Radio M, bonjour. Je suis très contente d'accueillir aujourd'hui pour l'entretien une invitée tunisienne, Khadija Cherif, qui est sociologue. Elle est militante des droits de l'homme et militante féministe. Khadija, bonjour. Bienvenue à Alger. Bienvenue à Radio M. Merci de me donner l'occasion de parler avec vous et de m'adresser à vos auditeurs. Alors, Khadija, vous avez milité pendant très très longtemps pour les droits de l'homme et les droits des femmes en Tunisie. Et aujourd'hui, on va dire tout de suite à nos auditeurs qu'on va parler de l'héritage. Il y a un projet de loi en Tunisie, tout le monde le sait, tout le monde arabe suit ce qui se passe en Tunisie. Et donc, ce projet de loi, aujourd'hui, on est au point où il sera débattu finalement à l'Assemblée. L'Assemblée va le débattre dans les jours qui viennent, en février, je crois, et ils vont commencer à débattre. Et s'il passe, ça sera historique. S'il ne passe pas, on parlera de cette... Mais d'abord, j'aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs le contenu de ce projet. Alors, ce projet, comme vous le savez, depuis un an, en 2018, le président de la République a mis une commission en place pour les libertés individuelles et l'égalité. Et donc, et la question de l'égalité, la question de l'héritage était au centre de la question de l'égalité. Donc, cette année, la commission présidée par Bouchra Belhaj Ahmed a remis son rapport. Mm-hmm. Et au niveau de la présidence, ils ont élaboré un projet sur la base des recommandations de cette commission. Ce projet, qui est pour nous quelque chose de très positif, que nous avons salué, même s'il ne répond pas totalement à nos recommandations et à nos revendications. Il propose que la règle générale soit l'égalité, mais qu'il y ait une exception, c'est-à-dire qu'il laisse le choix à ceux qui veulent pratiquer, maintenir la règle de l'inégalité. Ils peuvent le faire à partir d'une déclaration auprès du notaire et appliquer la loi du Code du statut personnel telle qu'elle est formulée aujourd'hui. Ouais, ça c'est intéressant. Donc il va y avoir des débats si jamais ce projet passe, au sein même des familles pour savoir s'ils appliquent l'égalité ou s'ils optent pour la charia entre guillemets, c'est ça? C'est pas la charia justement. Le danger aurait été qu'il y ait deux législations et deux référentiels. D'accord. Le Code du statut personnel, même s'il maintient des discriminations, principalement aussi la question de l'héritage, c'est quand même une loi positive. Oui. Et donc, pour la cohérence, c'est toujours un référentiel qui est le même. Donc, il y a une loi positive qui maintient une discrimination et il y a un article qui va être ajouté qui permettrait l'égalité pleine et entière en matière d'héritage. Donc, il laisse le choix. D'accord. Nous, on considère quand même que c'est dommage, mais c'est une avancée. C'est une avancée. Et ce qui est le plus important, comme vous venez de le dire, c'est que ça fait débat. C'est ça. Et depuis la mise en place de la commission en août 2017, à ce jour, oui. C'est la question de l'héritage qui est au centre des débats. On a oublié un peu et marginalisé les autres questions, surtout les libertés individuelles et les problèmes qui se posent par rapport à cette question-là. Oui. Et c'est l'héritage qui fait débat. Et il fait débat partout, dans toutes les familles, dans tous les milieux,
que ce soit politiques, sociaux et Alors justement, on est familiaux. très content de vous avoir ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Par exemple, est-ce qu'on peut savoir si ceux qui résistent, qui sont contre, qui sont ceux qui sont pour? Moi, je suis pas sûre. Peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que Nahda n'est pas Nahda, le parti islamiste Oui. qui est dans l'alliance gouvernementale, n'est pas farouchement contre ce projet. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il faut dire une chose. Le conservatisme dans la société tunisienne, et comme on dit, nous, par des formations, les pesanteurs sociologiques, elles sont là. Oui. On n'aime pas les changements, on Oui. résiste toujours aux changements. Et quand il s'agit des femmes, c'est multiplié. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que les réticents traversent tous les courants politiques, il faut le reconnaître. Oui. Maintenant, pas seulement les islamistes pas et les seulement conservateurs. les islamistes, non. C'est-à-dire y compris dans la gauche? la gauche aujourd'hui s'est prononcée favorablement, mais disons qu'il a fallu des années pour qu'elle y arrive. Oui. Hein. C'est Oui, pas oui, parce c'était que pas- nous avons, c'était pas une on nous bataille a gagnée toujours d'avance. dit Oui. que c'était pas le moment, qu'il fallait d'abord se battre pour la démocratie, comme si l'égalité et reconnaître la citoyenneté pleine et entière aux femmes n'était pas une participation à la mise en place de la démocratie. Bon, c'est un débat. Maintenant, la gauche est claire sur cette question-là. La résistance, c'est vrai qu'elle est venue principalement de Nahda, qui Oui. s'est prononcée au départ de façon claire et sans retour, quoi. Que c'était touché à la charia, touché à l'identité tunisienne, que ça allait poser problème de la famille, c'était restructurer la famille. Enfin, tous les arguments, que c'était contre la religion, tous les arguments ont été utilisés. Que c'est pas un agenda tunisien, que les féministes qui revendiquent ça depuis des années, c'est parce qu'elles obéissent à un agenda extérieur. Donc on nous a accusés déjà quand on revendiquait de tous les noms, et quand ce projet a pris forme, ils se sont opposés. Nous avons vu qu'au cours de cette année, pour des raisons multiples qu'on peut expliquer, mais en tous les cas, il y a des voix qui commence à dire qu'on peut en discuter. Au sein de Nahda. Au sein de Nahda. Uh-huh. Donc, je pense qu'il y a aussi une division au sein de Nahda. Je pense que on peut avoir des surprises, je ne suis pas sûre. Oui. Mais d'une manière générale, la majorité est contre. Et je pense aussi que c'est un problème électoral. Je pense aussi qu'il s'adresse à leur base. Donc, tout ça joue. Mais il y a quelques voix qui disent on peut interpréter, après tout, l'article propose une demi-part par rapport aux garçons, mais, aux femmes, donc on peut, mais il n'interdit pas de donner plus. Donc il y a des gens qui essayent de donner d'autres explications, Oui. et ils commencent à être ouverts au débat. D'accord. Il n'y a plus cette, disons, cette attitude de refus total. D'accord. Donc, dans le débat qui va avoir lieu à l'Assemblée tunisienne, on n'est pas sûr de quelle sera la position des députés de Nahda sur ce projet-là. C'est Moi, pas une question qui est tranchée. Je pense pas. Je pense D'accord. Ça, c'est bien. il est possible. C'est-à-dire qu'il y a certainement une discipline de parti, donc elle peut. Bon, la discipline de parti, peut-être qu'ils l'obéiront dans la majorité, je ne sais pas. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques-uns qui restent ouverts au débat. D'accord. Et qui ne sont Et pas Ranouchi contre lui-même n'a pas fait une déclaration. Dernièrement, alors qu'au départ il était farouchement contre, Oui. dernièrement il a dit tout est objet de débat. Oui. Bon, on dit que leur objectif, bon, c'est un procès d'intention parce que je suis pas sûre que c'est Oui, ça, oui. mais on dit que leur objectif c'est d'inverser la proposition, c'est-à-dire de faire la règle, le choix, et l'égalité, l'exception. Oui, mais la règle générale. Ça reviendrait à la situation d'aujourd'hui. Parce que effectivement, aujourd'hui, vous savez, et les études l'ont démontré, il y a au moins 20% des familles, Oui. des pères, Oui. qui partagent de leur vivant à égalité. C'est ce qu'on appelle les stratégies de contournement. 20%. Oui. Il y a des de plus données en sur plus. ça. On évalue ça. On D'accord. évalue à peu près des petits sondages. C'est pas Oui. une étude scientifique Oui. générale, Oui. mais de plus en plus,
il y a une prise de conscience depuis quelques années, Oui. depuis qu'on a commencé notre combat pour l'égalité dans l'héritage. Oui. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de familles, beaucoup de pères qui voulaient partager de leur vivant, qui faisaient des donations ou des ventes fictives pour que le partage soit égal. Oui, il y a aussi des Algériens qui font la même chose, qui essayent, des pères algériens qui essayent de régler cette question un peu de leur vivant, surtout ceux qui n'ont pas de fils à l'héritage. Mais vous, en Tunisie, ça s'est réglé, il n'y a pas de race, n'est-ce pas? Là, alors voilà, pour la Tunisie, il y a quand même des avancées qui ont commencé il y a longtemps. Du temps de Bourguiba, oui. Du temps de Bourguiba, c'est-à-dire au niveau du code du statut personnel, il y a eu des réformes en 59 sur cette question-là. Oui. Malheureusement, Bourguiba n'est pas allé Jusqu'au bout. Mais il y a deux choses. Quand il y a des descendants que filles, elles ont le droit de bénéficier de tout l'héritage, de la totalité de la succession. Ce qui, la règle que vous connaissez, charaïque, oui. Du droit musulman, les filles n'héritent que d'une partie et les cousins héritent avec elles. Oui. Les collatéraux. Donc, cette injustice-là a été levée. Oui. Or, elle est pratiquée encore dans la majorité. Elle est pratiquée chez nous et à cause de ça, il y a des milliers de femmes qui se retrouvent à la porte de chez, à la rue parce qu'elles perdent leur domicile à la mort du mari. Oui. C'est un vrai problème. C'est une vraie détresse, absolument. Alors, la question que je voulais vous poser, parmi les accusations qu'on vous jette, qu'on jette à ceux qui sont porteurs de ce projet, on dit, c'est pas ce projet de loi, c'est pas une émanation de la société, c'est pas le fruit d'un travail de longue haleine, d'un travail politique, etc. Ce n'est que Qaïd Sebsi qui essaye d'avoir un avantage purement politique en jouant un peu sur le féminisme, etc. Donc, est-ce que je peux savoir ce que vous répondez à moi, je réponds que c'est un combat des féministes depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années. Oui. Qu'il y ait un calcul politique, c'est légitime, et nous n'allons pas le refuser. Oui. Si vous voulez, c'est un aboutissement d'un combat que nous menons depuis longtemps. Qui est le vôtre de toutes les militantes tunisiennes des droits des femmes. Du mouvement féministe tunisien, du mouvement autonome féministe tunisien. Et donc, nous, quand on a créé nos associations dans les années 80, et quand le mouvement a commencé à émerger fin 70 et tout au long des années 80 pour mettre en place les associations, si vous voulez, on revendiquait l'égalité pleine et entière. Et la question de l'héritage n'était pas absente de nos préoccupations. Et au niveau des années 70, nous avons mis en place une commission et on a fait de la question de l'héritage une de nos priorités. Parce que c'est une discrimination réelle, c'est une injustice flagrante. Et on ne peut pas se battre pour l'égalité et la citoyenneté en laissant de côté cette question-là. Donc pour nous, elle a fait débat, et elle a fait débat déjà quand nous avons soulevé cette question. Et ce que je dis, c'est qu'au niveau de la société, au-delà des pesanteurs sociologiques, croyez-moi que les femmes sont conscientes de cette injustice. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes, il y en a beaucoup qui veulent maintenir cette inégalité, considérant par conviction ou par croyance ou par foi ou par pression. Mais il y a beaucoup de pression. Oui. Il y a aussi la difficulté de le dire ouvertement. Moi, quand je fais des enquêtes, très souvent les femmes officiellement vous disent c'est normal. Et quand vous discutez avec elles en aparté, elles vous disent moi, je ne peux pas venir contrer mon père et surtout mes frères. Parce que c'est les frères qui bénéficient en premier de cet avantage. Khadija, j'ai vu en lisant un peu la presse en Tunisie, mais aussi tous les articles qui sont écrits ailleurs sur le sujet, qu'il y aurait des sondages qui donneraient une majorité de femmes tunisiennes qui sont contre. Est-ce que c'est des sondages qui sont fiables? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? En tous les cas, un des sondages, je vais retenir un sondage qui a donné 56, je crois, ou 57% des femmes sont contre. Oui. Et il y a eu même des sociologues, j'étais étonnée quand même, qui ont justifié qui ont fait des articles dans le journal Le Maghreb pour justifier justement le maintien
de cette inégalité en disant la majorité des femmes sont contre. Premièrement, il y a presque une majorité qui est pour. Pourquoi est-ce qu'on veut taire ça? Oui. C'est 43%. Oui, c'est quand même une bonne partie. Pourquoi on veut léser les 40%? Ce sondage est fiable. Donc déjà, c'est un premier problème. Deuxièmement, si vous approfondissez les enquêtes, vous vous rendez compte que les femmes sont conscientes qu'il y a une injustice. Je ne parle pas de celles qui sont vraiment croyantes ou qui subissent, si vous voulez... Celles pour qui hériter la moitié du frère de ce que est un devoir religieux. Il y a des femmes pour qui c'est un devoir religieux. Voilà, il y a des femmes qui peuvent dire que c'est un devoir religieux. Mais moi, je vois que... Et on nous a toujours dit c'est une préoccupation d'élite, c'est une préoccupation bourgeoise. Or, les plus lésées, c'est au contraire les femmes qui sont dans la précarité, qui travaillent, qui participent à la gestion de la famille, qui donnent leur argent soit au père, soit au mari, et qui se trouvent complètement soit exclues totalement de la succession, soit avoir une demi-part. Et vous pouvez croire qu'elles sont conscientes de cette injustice. Oui. Et elles en parlent, mais il y a cette pression sociale qui fait qu'elles ne se prononcent pas quand on fait un sondage ou quand on fait une enquête, disons, par oui ou non. Mais justement, c'est un sujet qui est très tabou, qui est très difficile à évoquer, y compris avec les franges les plus progressistes entre guillemets, je dirais, parce que ça touche à l'argent, ça touche à quelque chose. Moi, je pense que d'abord, premièrement, c'est un problème de pouvoir. Oui. Et les hommes beaucoup ne veulent pas perdre ce pouvoir. Oui. Et c'est un pouvoir économique qui donne le pouvoir tout court de masculinité sur la femme, sur la famille. Donc, c'est pas, pour moi, je reste convaincue que c'est pas un problème religieux. Oui. Parce que là aussi, au-delà des islamistes, au-delà de Nahda ou des salafistes ou ces extrémistes-là qui ont une lecture radicale, disons, du texte coranique ou pour l'application de la charia, il y a ceux qui résistent et qui sont des démocrates. Mais il y a beaucoup de démocrates qui nous soutiennent. Oui. Donc, c'est un vrai problème de maturité. Et ce qui est important, c'est justement ce débat. Oui. Et c'est ce débat qui fait avancer les choses. Et je pense aussi, parce que vous avez parlé de la loi et de la résistance, moi je pense que, et ça on l'a vu avec le code du statut personnel, c'est-à-dire il faut suivre et être à l'écoute de la société, mais des fois, pour faire avancer les choses, la loi, c'est aussi moteur de changement. Un moteur de changement. Un moteur de changement qui participe, qui met fin à une injustice. Et quand on laisse le choix, celles qui ont envie de laisser leur part à leurs frères, elles peuvent le faire devant un notaire et on laisse ce choix-là libre. Oui. Ça existe dans tous les pays du monde et dans toutes les lois, cette volonté de choix que peuvent avoir des femmes pour céder ce choix-là. Mais il ne faut pas que ce soit la règle et qu'elle leur soit imposée. Oui. Alors, Khadija, en discutant avec toi un peu avant l'entretien, tu m'as raconté le combat, le travail que tu as fait au sein de plusieurs organisations tunisiennes de défense des droits de l'homme et féministes. Et quand tu disais quand ça arrive à chaque fois à la question de l'héritage, y compris des gens qui sont un peu dans ce combat-là, des hommes, on vous dit meshwartou. Ce n'est pas le moment. Et c'est assez drôle parce que c'est exactement ce qui se passe ici en Algérie. Dès qu'on essaye de parler de ce sujet, on nous dit mais pourquoi c'est quoi, c'est meshwartou. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs pourquoi c'est urgent de changer la loi sur l'héritage, que c'est waktou? Waktou depuis toujours. Oui. D'abord, parce que c'est une injustice et toute discrimination, notre objectif, c'est de la lever. Oui, hein? Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, si je prends le cas de la Tunisie, c'est d'abord, depuis les années 30, Taher el-Haddad a soulevé la question de l'égalité, y compris dans l'héritage. Oui. Donc, vous voyez, depuis les années 30, on nous dit, il a été critiqué et on dit meshwartou. Oui. Quand il y a eu, en 59, les réformes qui ont touché 2 points, les petits-enfants qui peuvent hériter de leur grand-père si le père est décédé avant le grand-père, et la possibilité des filles d'hériter de la totalité de la succession de leurs parents,
on n'est pas arrivé à la règle générale de cette inégalité parce qu'on nous a dit mouchouartou. Oui. Et on continue. Nous, on se bat depuis presque 30 ans au niveau du mouvement féministe autonome pour qu'il y ait l'égalité. Et de plus en plus, il y a une conscience des femmes de cette injustice, contrairement à ce qu'on nous dit. Allez, mouchouartou. Donc, c'est les politiques qui nous disent mouchouartou. C'est parce que aussi il y a cette résistance et ce maintien du patriarcat. Oui. En réalité aussi, il y a l'égalité, y compris dans ce sujet qui a été quelque chose de sacralisé au-delà du réel, c'est qu'il y a un système patriarcal qui ne veut pas toujours dire son nom, où les hommes ont ce privilège de masculinité qu'ils ne veulent pas céder. Or, aujourd'hui, on ne peut pas continuer à vouloir dire qu'il y a des priorités et que cette question n'est pas prioritaire. Pour nous, féministes, notre combat pour la démocratie se conjugue au combat pour l'égalité et la citoyenneté. On ne peut pas réaliser la démocratie en maintenant autant de discrimination. Que les lois soient cohérentes, d'autant plus que pour la Tunisie, avec la révolution, il y a eu, si vous voulez, une nouvelle constitution qui reconnaît le principe d'égalité. On doit être dans la cohérence. Donc c'est déjà inconstitutionnel, la loi actuelle. Déjà anticonstitutionnel. Oui. Deuxièmement, la Tunisie est engagée au niveau international par des conventions qu'elle a ratifiées, entre autres la convention de la CEDAW, qui est contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. D'autant plus que nous, on a levé les réserves, sauf sur la déclaration. Donc, tout est là. On a la Constitution, l'engagement international, le débat au niveau de la société. On a soulevé depuis très longtemps cette question-là. Donc, parce que depuis presque un siècle, on en dit mouchouartou. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on doit savoir qu'à travers l'histoire, nous, en tant que féministes, nous avons jusque-là travaillé dans le cadre de la séparation du religieux et du politique. Nous respectons la foi des gens, nous respectons la religion. Le problème n'est pas là, le problème, c'est l'évolution de la société. Nous avons, au niveau sociologique, la preuve que les femmes participent aussi bien à l'économie du pays, au développement du pays, que de la famille. Et que le statut des femmes a changé depuis quelque temps. Et depuis au moins un siècle, si ce n'est pas plus. Donc, le statut n'est plus le même. La participation des femmes à l'économie, au développement et à la gestion de la famille et du ménage a totalement changé. Oui, les femmes ne sont plus à la charge de leur frère, de leur père, ou etc. du mari. Donc, il n'y a aucune raison. Parce qu'il n'y a aucune raison. Troisièmement, on voit par exemple dans la société rurale que le travail agricole est mené principalement par les femmes, en grande partie pour ne pas dire, alors qu'elles sont exclues de la terre, que ce soit des petits lopins de la famille ou que ce soit, si vous voulez, dans leur participation à ce travail agricole. Elles sont mal payées, et ce qu'elles ont, elles l'investissent au niveau de la famille. Donc, tous les éléments sont là. Et au niveau de l'histoire, cette question n'a jamais été une règle sacrée respectée. Et je donnerai un seul exemple pour ne pas aller trop loin, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais les arguments sont nombreux et les preuves sont là, sont claires. La question du habous. Pourquoi on n'a pas respecté la règle de waqf que nous avons au Maghreb, mais qui existe donc dans le monde musulman? Pourquoi, quand on a exclu les femmes, on n'a pas dit que la règle était sacrée et l'exclusion des femmes, on l'a acceptée? Et quand on demande l'égalité, on nous dit c'est sacré, il faut respecter la règle. Il faut savoir aussi qu'au niveau sociologique, dans tous les pays, je pense que l'Algérie aussi, selon mes lectures et ma connaissance, mais en Tunisie, dans les régions les plus reculées, le droit coutumier est encore là. Oui. Les femmes n'héritent de rien. Oui. Et le père, alors qu'elle a investi, qu'elle a travaillé, moi je vois même les enquêtes faites sur les femmes de ménage. Comment leur travail, leur salaire va totalement chez le père, qui construit la maison et qui l'agrandit si vous voulez, à la campagne, qui parfois le favorise et lui permet d'acheter un petit lopin de terre,
Après, elle se trouve exclue et le père lui dit « ça c'est pour tes frères, toi ton mari te donnera sa part ». Oui. Et on a eu beaucoup de témoignages comme ça. Donc, il y a trop de choses qui ont changé. Sociologiquement parlant, au niveau de l'histoire, au niveau juridique, donc partout. Et puis aujourd'hui, on se bat tous pour la démocratie, pour une société juste. Il n'y a pas de raison de maintenir cette question-là. Les politiques ont les calculs, c'est-à-dire il y a ce privilège de masculinité qu'on veut maintenir, que les hommes peuvent maintenir, Oui. qui traverse tous les courants politiques. Et puis, il y a la question de l'électorat, parce que ce n'est pas assez vulgarisé malgré le débat aujourd'hui. Alors, Khadija, les Tunisiennes, les militantes tunisiennes, on travaille beaucoup et depuis de longues années avec les Algériennes, avec des Marocaines. Est-ce que je peux avoir une idée du regard que toi, tu portes de la Tunisie sur cette question, la question de l'héritage en Algérie et au Maroc, hein? En tous les cas, moi, je pense que la question avance. Dans les trois pays ? Dans les trois pays. Dans les trois pays, de façon à des degrés différents. Ça, c'est vrai. Pas seulement dans les trois pays. Même en Libye et en Mauritanie. Oui. C'est plus discret. Oui. Mais disons que nous, au niveau maghrébin, on a surtout travaillé avec l'Algérie et le Maroc. Donc d'abord au niveau maghrébin, vous savez, dès que les associations ont vu le jour, on a travaillé sur le code de la famille et la question de l'égalité, donc de l'héritage est là. Deuxièmement, nous, en Tunisie, on a commencé dès les années fin 90 à faire de cette question une question prioritaire et on a travaillé, on a fait un argumentaire, il y a eu 2 livres qui ont été faits par l'AFTUR, donc, et on a fait un argumentaire, 15 arguments pour l'égalité dans l'héritage, donc déjà début 2000. Et quand on a travaillé avec les Marocaines et les Algériennes, c'est vrai les filles disaient, on est d'accord. Est-ce qu'on va pouvoir soulever cette question-là au Maroc et en Algérie? Eh bien, cette question, elle est soulevée. J'avoue, je le regrette, elle est plus avancée au Maroc qu'en Algérie, mais en Algérie aussi, la question est soulevée. Nous travaillons d'ailleurs, nous venons de tenir un séminaire maghrébin pour une loi de l'égalité dans l'héritage pour le Maghreb, au niveau du Maghreb, où des amies algériennes et marocaines travaillent avec nous, donc il y a un travail qui se fait. Au Maroc, les féministes ont avancé au niveau des associations, mais ce qui est intéressant, c'est un peu comme pour nous, c'est qu'au niveau des autorités, oui, il y a une prise en compte de ça, oui, et que le Conseil national des droits de l'homme du Maroc a appelé à une réforme pour l'égalité dans l'héritage. Donc, ça avance un peu plus ce qui est par rapport à l'Algérie. En Algérie, oui. Je veux dire, en dehors il y a de quand Nadia même Aïdzaï qui voilà, fait un travail, qui a fait une plaidoirie, qui fait un travail absolument remarquable. Oui, et qui revient sur la salue, question chaque année. Moi aussi, je la salue. C'est une voix un peu solitaire sur ce terrain-là. Mais je pense en que Algérie. quand je discute avec les Algériennes, au contraire, moi, quand il y a eu le dépôt du projet de loi au gouvernement tunisien, puis déposé à l'ARP, quoi, donc à l'Assemblée. Beaucoup d'amis algériennes, amis hommes et femmes, qui nous ont écrit pour nous soutenir, pour nous dire que c'est extraordinaire, que ça va être une avancée pour la région. Les Marocaines aussi, femmes et hommes, militantes et militants, nous ont félicités, nous ont dit on attend que la Tunisie réalise cette avancée pour que ça soit ça fasse tache d'huile pour le Maghreb d'une manière générale. Les Mauritaniennes et les Libyennes aussi se sont manifestées en disant chez nous aussi on commence à prendre conscience et entre femmes on en parle. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de revendication claire, mais il y a une prise de conscience quand même chez les féministes engagées. En tout cas, ce qui se passe en Tunisie a eu des répercussions et a provoqué le débat, enfin, a provoqué, comment dire... J'ai oublié l'Égypte, même en Égypte. Alors justement, je voulais te poser la question sur
En Égypte, il y a eu, dès que le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres en Tunisie, il y a eu une controverse énorme dans les médias parce qu'un cheikh, l'un des cheikhs d'Al-Azhar, en répondant aux questions d'un journaliste, a dit que ce n'est pas contre la charia de changer et d'appliquer l'égalité parce que la question de l'héritage en islam, c'est une question, ce n'est pas un devoir, mais c'est un droit et que symboliquement les hommes peuvent se désister en faveur de l'égalité, ça ne va pas à l'encontre de la charia. Ça, c'est son argument. Au Maroc, il y a une femme qui s'appelle Asma Al-Marabet, je crois, et qui se définit comme une féministe islamiste, je crois, qui, elle, a sorti des versets du Coran où il est question de l'égalité totale entre hommes et femmes. Qu'est-ce que toi et les féministes tunisiennes, qu'est-ce que vous pensez de ces arguments-là? C'est-à-dire que nous, notre démarche, comme je vous ai dit, c'est la séparation du religieux et du politique. Elle est différente. Elle est différente. Maintenant, par exemple, au Maroc, c'est vrai que Asma Al-Marabet s'est prononcée sur ça et elle a dit des choses importantes. Oui. Mais aussi, l'association, la DFM, a beaucoup travaillé avec des spécialistes, des islamologues, pour aller dans le même sens. Et il y a beaucoup de travaux sur cette question-là. En Tunisie, il y a toute une école d'islamologues avec depuis Talbi jusqu'à Abdelmajid Sharfi, Mohamed Sharfi, mais surtout aujourd'hui des femmes comme Neila Sellini, Amel Grami, Zahida Jouirou, qui font ce travail-là et qui donnent des arguments, et je trouve ça magnifique et que l'on peut utiliser parce que ça ne peut que renforcer notre revendication. Ce qui était intéressant aussi, c'est que ce débat ce projet de loi, malgré ses limites pour nous, je le répète, qui a oublié certaines questions, qui maintient un peu cette idéologie patriarcale, est quand même une grande avancée et il l'a fait réagir en dehors de nos frontières, y compris en Égypte et même en Arabie Saoudite. Vous savez qu'il y a un des imams en Arabie Saoudite qui a appelé à ce que la Tunisie soit exclue du monde musulman. Mais il y a ceux qui lui ont répondu pour faire une lecture positive et de l'ijtihad pour dire que ce que vous dites n'est pas juste et que le Coran ne dit pas ça. Donc il y a des réponses positives, comme ça s'est passé en Égypte, pour dire que ce n'est pas contraire à la religion. Mais il y a ceux qui ont quand même été aussi, été très critiques. Oui. Donc il y a les deux et du coup, ça permet un débat aussi dans ces pays-là. Et donc, moi, j'ai parlé surtout du Maghreb, des 3 pays, Maroc, Algérie, Tunisie, qui travaillent ensemble, mais même en Égypte, la question est soulevée. Oui. Et nous, d'ailleurs, quand on a fêté le 8 mars, on a fait une manifestation, une marche pour l'égalité dans l'héritage, qui a regroupé plus de 80 associations, c'est une coalition. On a eu des soutiens, de témoignages, de beaucoup de femmes, y compris des Égyptiennes, dont Nawel Saadawi. Et d'ailleurs, ça a été tellement fort que c'est passé même à la télé tunisienne. Oui. Non, donc, mais c'est rigolo parce que quand je regarde les photos des manifestations pour l'héritage, je vois toujours des Algériennes avec des drapeaux algériens en Tunisie en train de manifester pour. Oui, tout à fait. Oui. Donc il y a cette solidarité et je pense que ensemble nous pouvons avancer. Oui. Mais moi je suis vraiment optimiste. Oui. Je suis optimiste. Alors justement, c'est ma dernière question. Donc le projet a été adopté en Conseil des ministres, il va être débattu bientôt à l'Assemblée. S'il passe, vous allez certainement être l'une des féministes du monde arabe les plus heureuses. Mais si ça ne passe pas, s'il n'est pas voté. D'abord, vous allez me permettre de le dire, nous, on a actualisé notre argumentaire qui est adopté justement par la coalition et nous allons nous battre pour améliorer déjà le texte. Donc, nous allons être auditionnés. Donc, il va y avoir un travail important au niveau de l'Assemblée. Donc, la commission va en débattre. Et elle va auditionner, si vous voulez, les associations, les spécialistes, comme ils l'ont fait pour la question de la violence. Et nous allons nous battre, pour améliorer ce texte. Même si c'est une avancée, nous sommes en train de travailler pour une lecture critique de ce texte. Et donc, nous allons sensibiliser d'abord les députés et nous allons sensibiliser donc tous les groupes parlementaires. Et j'ai espoir que ce texte passe.
je ne suis pas la seule à l'avoir. On a espoir parce que si on fait un calcul arithmétique et s'il y a une discipline de partis, même ceux qui résistent dans les partis démocrates ou de la gauche, je pense que non, ils se sont prononcés clairement. Et si on peut casser un peu nada, le texte peut passer. Maintenant, si le texte ne passe pas, pour moi, et je termine sur ça, il y a un acquis énorme. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que j'ai commencé par ça, c'est qu'il fait débat depuis quelques mois. Il fait débat d'abord parce que je ne dois pas oublier qu'il y a eu un groupe de députés, à leur tête un député qui a été à l'initiative d'un dépôt d'un projet de loi de 3 articles pour qu'il y ait l'égalité dans l'héritage, pas totalement aussi. Le débat a commencé donc depuis 2016. Oui. Il a pris de l'ampleur quand il y a eu la mise en place de la commission. Et il s'est généralisé en Tunisie avec le dépôt du projet au gouvernement, puis à l'Assemblée. Donc, c'est en train de mûrir. Dans les coins les plus reculés, dans toutes les familles, cette question est soulevée. Elle divise au sein des familles, mais elle fait progresser le débat et ça fait avancer, si vous voulez, ça fait changer les mentalités. Donc, si ça ne passe pas cette fois-ci, même si je crois que ça va passer, elle finira par passer. On va gagner. Merci beaucoup, Khadija Cherif. Merci à vous. Et donc, merci parce que le Maghreb pour nous, c'est très important. Oui. Et cette solidarité de travailler ensemble, on a créé le Maghreb, depuis la conférence de Pékin, on a créé le collectif Maghreb Égalité, qui a aussi fait un bon travail sur l'égalité dans l'héritage. Les Marocaines ont fait cela, les Algériennes et Nédia sont en train de travailler encore sur ça. Et j'ai espoir que pas seulement pour la Tunisie, mais pour le Maghreb, restreint à ces 3 pays, mais plus large, et peut-être pour le monde arabe aussi, parce que c'est trop injuste de continuer à maintenir ces discriminations. Merci Khadija Cherif, on vous souhaite le meilleur, on souhaite que le projet passe et qu'il y ait un débat en Algérie aussi. Merci à vous de m'avoir invité. Ce matin, Sonia dépose Kamal et va faire son footing. Tout à coup, son téléphone sonne. Kamal ne se sent pas bien. Prise de panique, elle trébuche et se tord la cheville. C'est alors qu'une alarme retentit dans la base secrète de l'équipe Amana. Il localise le couple. Et c'est là qu'un super agent arrive et se duplique pour prendre en charge Sonia et son mari. Une fois remis sur pied, c'est comme si de rien n'était. L'équipe Amana Assurance, une protection qui rassure. Et c'est ça, une protection qui rassure. Amana, likum ou li'azaza likum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.